Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Notre invité ce matin dans ce studio, bonjour à vous, Benoît Grossman. Bonjour. Vous êtes président d'une société d'investissement qui pèse lourd, c'est Eurazeo Tech, la partie tech d'Eurazeo, et vous êtes le coprésident de France Digital. Alors vous êtes une sorte de représentant de ce nouveau monde, de la nouvelle industrie, le monde numérique, les GAFAM, les autres. C'est ce qui fait la richesse aujourd'hui dans ce monde. Et ce qui nous intéresse ce matin dans La Vérité en Face, et vous nous appelez toujours au 0826 300 300, c'est votre regard. Est-ce que cette France aujourd'hui est encore, vous savez, bankable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle attire toujours les investisseurs? Est-ce qu'elle a on va dire le loisir de se réjouir de la compétition mondiale, ou est-ce que nous allons tous mourir de déprime quand on regarde, et on va y venir, le débat aujourd'hui autour de la fiscalité? On a la poursuite des milliards pour tenter de sauver le pays du naufrage. Benoît Grossman, bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y a matière à se rassurer ce matin? Oui, alors moi je plutôt parler du côté du verre à moitié plein. C'est pas mal ça. Je suis assez positif. Alors, je veux plus parler sur l'écosystème numérique digital que je connais bien, parce que de par mes fonctions de coprésident de France Digital, je rappelle que France Digital, c'est une association du numérique qui regroupe l'ensemble des acteurs du numérique, des entrepreneurs de la tech, de toutes les startups, les scale-up, mais également des fonds d'investissement, comme Eurazeo, dont je fais partie. Oui. Et on a une économie numérique en France qui est de top qualité. Alors, malheureusement, on n'a pas encore de GAFAM en France. Est-ce que ça viendra peut-être pas, j'en suis pas sûr, mais c'est pas le souci. On a quand même des top entrepreneurs, des top sociétés, des top scale-up. Les scale-up, ce sont des startups qui ont grandi, à l'instar par exemple des Doctolib, des Mistral, dont on est investisseur, dont on est très fier. C'est qui deviennent des licornes. Oui, il y a une définition de la licorne. Alors, définition d'une licorne, mais j'aime pas tellement ce terme. Une licorne, on dit qu'une société devient le statut de licorne lorsqu'elle atteint la valorisation d'1 milliard de dollars. C'est ça. On est toujours qu'une valorisation, c'est un peu comme une ombre. C'est ce qu'un investisseur dit ce que vous valez. C'est pas un chiffre attaché à une société. Non. Moi, je peux vous dire que votre micro, il vaut $1 million et votre voilà, je peux vous le dire. Voilà, et votre micro ou $1 milliard et votre micro devient une licorne. Donc voilà. D'accord. Donc voilà. Alors on a des. Mais ça donne quand même une idée du dynamisme d'une société. Voilà. Tout à fait. Et en positivant une fois de plus, on a un écosystème en France qui est remarquable. C'est un écosystème qui a été bâti, dans le numérique je m'entends, qui a été bâti au cours des 25 dernières années, qui a démarré avec la bulle Internet il y a très longtemps. Oui. Et aujourd'hui, on a des très très belles sociétés. Je mentionnais Mistral, je mentionnais Doctolib, il y en a encore plein d'autres. On est investisseur dans le passé dans des sociétés comme Criteo, il y en a beaucoup. Et on a un écosystème qui est juste magique. Moi, je suis dans le métier depuis un petit bout de temps. Écosystème magique, oui. Alors que tout le monde déprime. Voilà. Oui. Alors nous, dans les acteurs du numérique, on essaye de positiver. Je crois qu'il faut positiver. Alors il se trouve qu'on a un peu quand même du vent dans les voiles, comme on dit dans l'économie numérique, parce qu'on est porté par toutes les dernières technologies, notamment l'intelligence artificielle. Et une fois de plus, on a des entrepreneurs. Ce qui fait vraiment la différence, j'insiste sur le côté entrepreneur, parce que des scale-up et des start-up sont les entrepreneurs qui les dirigent, qui les ont fondés. On n'irait pas bien loin. Donc voilà. Moi, je ne fais que les accompagner. Que ce soit chez Eurazeo ou chez France Digital, je ne fais que les accompagner. Voilà. Vous les accompagnez, mais vous voyez bien l'évolution. Ces entrepreneurs, et nous allons prendre un premier appel, ont-ils envie de fuir, de quitter le pays? Alors, quelle est la réalité de cela? Parce que la tech, c'est pas un monde à part de gens qui vont bien, c'est la nouvelle économie. Elle est mondiale, ça se passe en Chine, ça se passe aux États-Unis éminemment, et ce sont eux les numéros 1. Ça se passe en France, vous nous le dites, et ça se porte plutôt pas mal chez nous. Est-ce qu'ils veulent fuir au vu, et on va y revenir dans le détail dans un instant, du débat fiscal? Non, on ne quitte pas un pays pour des raisons fiscales. Ou alors si on quitte un pays pour des raisons fiscales, on le quitte pour des très mauvaises raisons. Et j'imagine pas qu'un start-upper qui crée sa société va se dire « Ah, je vais pas créer ma société en France, je vais aller aux États-Unis ou en Angleterre, parce que le jour où je serai riche, je paierai beaucoup d'impôts. » Voilà. Alors, ça peut se passer, mais de manière très, très, très marginale. Et la France et j'insiste, c'est un très bon pays pour entreprendre. Parce qu'on a tout un écosystème, une fois de plus, on a la Banque publique d'investissement, BPI, qui fait un travail extraordinaire. Oui. On a tout un tas d'aides. On a tendance à oublier, mais la France est un pays magique pour entreprendre. Alors, pays magique pour entreprendre, mais quand même, il y a des inquiétudes, Benoît Grossman. Et nous sommes en ligne avec vous, Cyril. Bonjour, Cyril. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Toulouse, Cyril. Oui, tout à fait. Vous êtes chef d'entreprise dans quoi, vous ? Alors, dans tout ce qui est piscine, rénovation du particulier, en fait. D'accord.
Voilà. Et Bon. donc, j'étais pas tout à fait d'accord avec votre invité. Alors, si je peux me permettre, ce matin, j'ai écouté aussi l'invité, le député socialiste. Donc, j'appelais pour deux Le points. sénateur, il est sénateur voilà. Patrick Caner, oui. Voilà, tout à fait, Patrick Caner. Alors, je voulais juste, je trouve étonnant que les médias n'aient pas fait un focus sur ça. On parlait de la taxe Klusman qui concernait 1800 foyers à 1% sur 5 millions d'euros. Et par un tour de magie, on est passé à 1% sur 164 000 personnes. Ah oui, les C'est-à-dire 2% se sont déplacés Exactement. sur la version allégée, Sur etc. 1% à partir de 1,3 million. Bon, alors ça concerne aussi les chefs d'entreprise. Donc ça, c'était une petite parenthèse parce que déjà, je comprends pas pourquoi les socialistes boudaient la réunion alors qu'ils ont eu un trophée qui va rapporter 5 fois plus à l'État. Alors là, déjà, j'aimerais qu'on m'explique. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux chefs d'entreprise. On a tous fait un choix à un moment donné, en tant que chef d'entreprise, de prendre des risques dans la vie et d'essayer de fabriquer notre richesse. Soit par indépendance, soit parce que on se dit, bon, je vais être, malgré les risques que je vais prendre, je vais essayer de prendre mon destin en main. Et moi aujourd'hui, je suis très en colère contre les syndicats qui nous gouvernent, les syndicats CGPME, que ce soit aussi le MEDEF. Oui. Parce qu'en fait, quand les ouvriers, les employés ont des revendications, on voit que la CGT elle est capable de bloquer la France avec 1% de syndiqués. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'entreprises. Donc moi, je lance un appel. Les entreprises aujourd'hui, si demain on collecte la TVA pour l'État, on paye l'URSSAF pour l'État, si on est 3 millions à bloquer nos paiements pendant 1 ou 2 mois, en mettant cet argent de côté, mais pour montrer notre colère, parce que là, ça devient n'importe quoi, c'est spoliatif. J'attends ce que disait votre invité, moi je suis désolé. Aujourd'hui, le patrimoine que je fais, ma richesse que je fabrique par ma société, il m'est imposé encore une fois de plus. À mon dénouement, je partirai dans le ciel. Mes enfants, ils payeront 60% pour un truc où j'ai payé la TVA, où j'ai trimé toute ma vie. Et là, il se passe rien. On trouve qu'en France, on est bien. Aujourd'hui, tout est fait pour nous écœurer. Et quand vous parlez d'évasion fiscale, aujourd'hui, moi, j'ai plein d'entrepreneurs. On est une petite PME. Je connais plein de gens autour de moi qui sont dégoûtés. Dégoûtés d'être stigmatisés parce qu'on prend des risques. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui a une super équipe et j'adore mes employés. Je me bats pour eux. Mais souvent, je me bats plus d'abord pour eux que pour moi. Et aujourd'hui, je suis écœuré. Combien de personnes travaillent avec vous, Cyril ? 12 personnes aujourd'hui. 12 personnes, oui. Voilà. Attendez, restez en ligne. Benoît Grossman, vous entendez quand même. Et Cyril traduit, au fond, une colère qui s'entend. De nombreux auditeurs nous appellent sur l'antenne de Sud Radio. Il y a cette réalité-là d'une inquiétude qui est double, Benoît Grossman, à savoir à la fois la surcharge des entreprises, ça devient difficile, et puis le contexte politique qui fait que certains secteurs, c'est le cas notamment du bâtiment, souffrent énormément de cette espèce d'immobilisme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors c'est vrai que le spectacle que nous offre l'Assemblée nationale depuis quelques jours, depuis la discussion du fameux PLF 2026, elle n'est pas vraiment à l'honneur de la France. Aujourd'hui, on est dans une espèce de folie fiscale. Je crois que tous les jours, il y a des nouvelles lois fiscales qui passent. On additionne des choses. Pas toujours très clair. Alors c'est vrai que l'absence de majorité à l'Assemblée fait que tout le monde peut déposer un amendement et faire passer une loi qui est somme toute assez régressive. Alors vous faisiez référence, monsieur Cyril, à la fameuse taxe Zuckman de 2% sur les patrimoines supérieurs à, je crois, 100 millions d'euros, qui se transformait en une taxe à 1% sur tous les patrimoines supérieurs à 1,3 million d'euros. C'est le nouvel IFI, où le deuxième I de IFI est remplacé de immobilière à improductif. Alors ce qui est très rigolo pour la petite histoire, dont le improductif est classé notamment les contrats d'assurance vie en euros, soi-disant parce qu'ils ne sont pas risqués. Mais il faut juste savoir que les contrats en euros, ils financent la dette des États, notamment la dette de la France. Oui. Donc de là à dire que financer la dette de la France à improductif, c'est je trouve assez cocasse. Et malheureusement, c'est pour montrer un peu le niveau des députés qui n'ont pas forcément la connaissance économique des sociétés et qui fait qu'on arrive à des résultats qui sont assez malheureusement drôles. Non, mais moi je suis à me demander si nos amis socialistes n'ont pas voté contre cette loi 1,3 million, parce qu'aujourd'hui, finalement, tous ces députés se sentent concernés, vous comprenez ? Parce que c'est tabou de dire qu'ils ont 1,3 million de patrimoine, mais c'est la plupart, c'est le patrimoine de tous ces députés-là. Pourquoi, à un moment donné, ils râlent parce que ça venait taper les 2% à 5 millions d'euros ? Parce que là, aujourd'hui, il y a 5 fois plus de recettes à attendre. Excusez-moi de vous avoir coupé. Oui, non, je vous en prie. Encore un mot avec Cyril, peut-être Benoît Grossman.
Oui, alors une fois de plus, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'était assez désolant. Je suis pas seul à le dire. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être un grand clerc, on n'a pas besoin d'être co-président de France Digital pour le dire. C'est assez désolant. Et on n'a pas encore tout vu. Dernier mot avec vous, Cyril, que vous nous appelez depuis Toulouse. J'entends votre colère ce matin. Vous dites, URSSAF, TVA, donc les verser, mais sur des comptes bloqués, parce que voilà. Non, les garder, faire la rédaction, tout simplement. Parce qu'en fait, et pour montrer quoi? Pour montrer que sans ces cotisations-là, aujourd'hui, il n'y a plus de richesse, ça ne tourne pas. Oui. Non, mais vous imaginez, on est 4 millions en France, on n'est pas foutu de se mobiliser à un moment donné. Je veux dire, aujourd'hui, le crédit TVA, on s'acquittera à un moment donné. Moi, je suis pour un impôt juste. Mais aujourd'hui, chaque année, j'ai 1%, 2% entre les normes, entre tout ce qu'on nous demande. Mais c'est pas que le bâtiment, c'est tous les métiers qui sont concernés. Aujourd'hui, on arrête de payer l'URSSAF au moins, parce qu'en fait, ils nous ont eu aussi avec le prélèvement à la source. Puisqu'en fait, on fait aussi la collecte de l'impôt pour l'État aujourd'hui. Mais oui. Donc, tout est verrouillé. La seule chose que aujourd'hui, demain, on arrête de payer la TVA, messieurs. On se mobilise tous. Vous croyez qu'ils vont mettre 1 million de personnes en prison? Non. Ou 2 millions? Même si on est 100 000? Si vous vous unissez tous et que vous menez une action commune, et c'est vrai qu'on dit souvent que les patrons français, les petits et les grands, devraient s'exprimer plus souvent et prendre la parole pour... Merci à vous, Cyril, depuis Toulouse, et nous relayons donc votre coup de gueule ce matin. Donc les patrons devraient prendre la parole et voire même parfois mener des actions très concrètes de sensibilisation à ce qu'est la réalité de l'entreprise. Merci pour ce témoignage, Cyril. Nous restons avec vous, Benoît Grossman. J'ai beaucoup de questions à vous poser sur, au fond, le tissu des entreprises en France. Est-ce qu'il y a d'un côté la tech qui va bien? Vous savez, c'est ce qui énerve un peu les gens. La French Tech, c'était le départ du premier quinquennat du président Emmanuel Macron. Et puis, on a l'impression qu'il y a vous, puis il y a le reste. Et vous allez bien, les autres vont mal. Je vous pose la question dans un instant. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vérité en face, 0826 300 300, avec notre invité Benoît Grossman, qui est le coprésident de France Digital. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Aquili. Grand témoin ce matin sur Sud Radio, Benoît Grossman. Vous êtes le président de la société d'investissement Eurazeo Tech. Il faut insister là-dessus, c'est la partie tech d'Eurazeo. Et vous coprésidez France Digital. Nous échangions à l'instant avec Cyril, qui nous appelait de Toulouse et qui nous a fait part de la réalité, de ce que vivent aujourd'hui les chefs d'entreprise et de ce qu'ils endurent. Ça vaut pour la tech aussi, ça vaut pour tout le monde. Benoît Grossman, est-ce que, regardons un détail quand même, sans rentrer dans la folie, on va dire, il y a une imagination délirante de tout ce qui est amendé au budget, qui va sans doute disparaître d'un coup de baguette magique. Quand tout ça va arriver au Sénat. Alors si Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a dit que certains amendements seraient quand même discutés, même si c'est très compliqué à comprendre cette histoire. Regardez l'IFI que vous évoquiez en échangeant avec Cyril de Toulouse, l'impôt sur la fortune improductive. Oui. Mais est-ce que nous sommes... est-ce que nous sommes chez les soviets aujourd'hui ? Je sais pas, mais c'est vrai que le nom de improductive, et je trouve une fois de plus très 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 mal placé. Alors c'était un peu un clin d'œil où on a remplacé le i de immobilière à improductive. À mon avis, les députés ont dû se faire un brainstorming pour trouver un nouveau nom, donc ils devaient être assez fiers de ce nouvel impôt qui n'était pas prévu. Non. Ça vient un peu en remplacement de la non-taxe Zuckman. Oui. Je rappelle, la taxe Zuckman, c'était taxé à hauteur de 2%, les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, et ça concernait en France, je crois, 1800 personnes. Oui. Donc cette taxe n'a pas été adoptée par le Parlement. Donc en l'échange de quoi l'opposition, enfin les différentes oppositions, ont fait passer cet amendement sur l'IFI, nouvelle version. Voilà. Mais c'est d'imaginer la chose. On ouvre la porte, toc toc, bonjour, vous êtes riche. Vous avez des tableaux, vous avez du mobilier Louis XVI. Mais ça, c'est un peu le retour de l'ancienne ISF, oui. Qui était. C'est l'ISF d'avant, oui. C'est l'ISF, voilà, dont on a un petit peu changé le nom pour. Oui. Alors, nous sommes en ligne avec Sophie Taillé-Polian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée, alors j'allais dire socialiste, pardonnez-moi, je crois que vous êtes génération S, Vous avez quitté le PS, du groupe écologiste et social. Absolument, et députée du Val-de-Marne.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ce débat? Je crois que vous avez une proposition. Je commencerai par ça avec vous, Sophie Taillé. Vous avez une proposition assez détonnante à faire. Écoutez, j'ai pas de proposition détonnante à faire, dans le sens où, déjà, je voudrais rétablir ce qui a été dit. On n'a pas créé ce nouvel impôt, l'IFI. C'est juste, sur proposition du MoDem, une modification de l'impôt sur la fortune immobilière pour passer à l'impôt sur la fortune improductive, avec des changements d'assiette et de taux qui, globalement, ne changent pas grand-chose. Moi, ce que je trouve important aujourd'hui, c'est effectivement de rétablir une forme de justice fiscale qui s'est éloignée ces dernières années, et tous les Français et les Françaises en conviennent et demandent cette justice fiscale avec une imposition des ultra-riches qui soit en fait juste à peu près équivalente à celle que paye tout un chacun. Après, il y a différentes modalités pour le faire. La taxe Zuckman en était une. Il y avait d'autres possibilités, notamment des possibilités au moment des grandes transmissions, au moment des héritages. Alors, pas les héritages de tout un chacun, mais quand on a plus d'1 million, 2 millions, 10 millions, des dizaines de millions d'euros qui transitent entre un grand-parent et des parents, ou des parents et des enfants, et ben à ce moment-là, pour éviter que la France ne devienne une forme de nouvelle noblesse, eh bien l'État peut intervenir davantage en supprimant des niches fiscales pour financer notamment des politiques industrielles, pour financer notamment des services publics. Vous n'avez pas la sensation quand même que nous revenons à des schémas anciens? Il y avait déjà, en 1789, pardonnez-moi de revenir aussi loin, parce que vous parliez, vous, de richesse, il y avait déjà, vous savez, une confiscation des biens déjà à l'époque. Ça avait été voté. Il y avait même, en 92, je révise mon histoire de France de mémoire, également une taxe qui concernait les émigrés, c'est-à-dire ceux qui avaient fui la France mais qui avaient laissé leurs biens, leur mobilier sur zone. Est-ce que ce n'est pas un débat un peu suranné, un peu dépassé? Est-ce que la réalité n'est pas ailleurs? Est-ce que la clé de résolution, pardonnez-moi Sophie Taillé-Polian, mais pas dans la relance au fond de l'activité de ce pays? On peut lui-même leur faire une relance écologique, vertueuse, une industrie renouvelée qui tienne compte des impacts climatiques, mais quelque chose de l'ordre du positif, de la relance. Nous avons nos représentants de la tech ici, Benoît Grossman, qui peut vous répondre d'ailleurs, qui va vous répondre, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça se situe à ce niveau-là aujourd'hui, et non pas un débat tout le temps fiscal? C'est ce que les Français ne comprennent plus. Alors, je pense que les Françaises et les Français, ils comprennent très bien ce débat fiscal et qu'ils aspirent à davantage de justice fiscale. Vous avez raison de convoquer, entre guillemets, la grande révolution qui a fondé la République en mettant du temps, parce que justement, elle avait au cœur la question fiscale et le fait que les nobles ne payaient pas d'impôts et avaient des privilèges inconséquents. Aujourd'hui, évidemment, on n'est pas revenu à la révolution, mais on est revenu à la fin du 19e siècle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique, qui est un organe placé près du Premier ministre, qui dit, avec toutes les niches fiscales, notamment sur la fiscalité des héritages, mais encore une fois, des grands héritages, pas tout un chacun, ni vous ni moi, eh bien, on est en train de reconstituer une forme d'économie de rentier. Et moi, je le dis à toutes celles et ceux qui ne cessent de clamer haut et fort qu'ils ont à cœur la valeur travail. Eh bien, justement, quand on a à cœur la valeur travail, on ne cherche pas à perpétuer une économie de rentier, mais on cherche à faire en sorte que le financement de l'économie soit aussi basé non pas sur la rente, mais sur l'investissement, etc. Voilà. Mais c'est important de tout replacer comme ça. Elle veut intervenir. Oui, alors pour revenir sur la taxation des ultra-riches dont on a beaucoup parlé, notamment par l'intermédiaire de Gabriel Zuckman. Alors c'est un petit peu technique. Le constat qui est fait par Gabriel Zuckman, c'est de dire que le taux d'imposition, je parle bien le taux d'imposition en fonction des salaires, il passe de 25% sur les classes inférieures à 45% sur les tranches supérieures. Et dès lors qu'on est sur les 0,01% à peu près de Français, ce taux de taxation marginale, il passe de 45 à 25%. Alors c'est très technique, on peut crier au loup, mais la raison est purement technique, c'est parce que les très riches, ils tirent l'essentiel de leurs revenus, non pas de salaire, mais de dividendes, et en général, ils ont leur société dans des holdings. Et là, c'est très technique une fois de plus, je suis désolé de ces technicités, mais c'est les revenus des holdings, tant qu'ils restent dans les holdings, ne sont pas taxés. C'est normal, c'est le droit européen, c'est comme ça. C'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Voilà. Et les revenus des holdings sont taxés dès lors
qui sont appréhendés en dividendes sur la personne physique. Voilà, c'est ça l'origine de la différence de taxation des ultra-riches. Alors le constat, on est tous d'accord avec ça. Alors après, la manière de corriger cet effet-là, est-ce qu'on met une taxe Zuckman ? Alors la taxe Zuckman a le mérite de dire que dès lors qu'on taxe les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros à hauteur de 2%, le taux de taxation des ultra-riches, il est à peu près comme le top 1%, c'est-à-dire 45%. Donc on rétablit une justice. Est-ce que c'est le meilleur impôt ? Parce que taxer un stock, c'est jamais très bon. Taxer un stock, alors on dit toujours, Zuckman, c'est 2%, c'est pas beaucoup, mais c'est tous les ans. Voilà. Alors j'extrapole, 2% tous les ans, au bout de 50 ans, vous n'avez plus rien. Alors, c'est pas tout à fait ça. Le vrai calcul, il faut faire 0,98 à la puissance 50. Il faut conclure. Il faut conclure, Sophie Taillé-Polian. Dernier mot, le budget, c'est pas fini. On ne sait pas si ça ira au bout. D'accord. Écoutez, les débats vont reprendre le 12 novembre et nous sommes toujours dans l'espoir de trouver des recettes pour financer nos services publics et notre politique industrielle. Merci à vous, Sophie Taillé-Polian. Un dernier mot, Benoît Grossman, le temps peu court. Bon, vous avez quand même un message positif. Nous restons attractifs, c'est ce que vous dites ce matin. Oui, on reste attractifs. Et puis les chiffres de la croissance au 3e trimestre ont un peu surpris tout le monde. Je crois qu'on a battu un peu le consensus. Alors c'est pas brillant, je crois qu'il y a 0,5% de croissance. C'est franchement pas brillant, mais compte tenu de l'environnement politique, c'est une vraie prouesse. Et on s'aperçoit que l'économie est assez résiliente, les Français sont très résilients. Voilà, et le mot de la fin, il faut être très positif. Et la France a beaucoup de talent, un talent extraordinaire, il faut mettre ça en avant. Et puis moi je regrette l'inventivité fiscale des députés qui me surprend tous les jours. Ils sont des mêmes cocasse et drôle. Allez, merci à vous pour ce message positif. Ça fait du bien, Benoît Grossman, on va vous réinviter. Ça fait du bien d'entendre des messages positifs par les temps qui courent. Bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François. Quels sont les débats aujourd'hui dans Mettez-vous d'accord ? C'est un petit creux d'actualité, mais il y a toujours des sujets quand même qui nous interpellent, en particulier cette proposition de loi qui est faite par un député qui veut interdire la vente de cigarettes aux Français nés après 2014. Est-ce qu'on peut avoir une génération sans tabac ? On va revenir sur l'affaire Chine, puisque ça fait évidemment beaucoup débat. Et puis, peut-on télétravailler quand on est malade ? On l'a un petit peu traité hier en fin d'émission, mais on vous pose la question, que pensez-vous de cette mesure ? 0826 300 300. Allez, bonne émission à vous.